Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Slobodan Despot, écrivain et créateur du site antipresse.net. Bonjour Slobodan Despot. Mais bonjour. Slobodan Despot, alors, écrivain bien sûr, Le Miel, le Rayon Bleu chez Gallimard, antipresse, et puis éditeur aussi bien sûr. Et je suis très content de vous recevoir parce qu'avec vous, quand on se voit, on fait quelques narratifs qui justement changent un peu des narratifs que l'on entend un peu partout. Je dirais du narratif que l'on entend un peu partout, dans les 4/5e des sources autorisées, hertziennes et autres. Alors, je voulais qu'on fasse un peu le point sur ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, revenons à l'Europe, revenons aussi à ce qui se passe à la Serbie, le Kosovo, etc. Est-ce que, on n'est pas en train... Je vais trop vite, je sais. Non pas changer de guerre, mais de prévoir la guerre déjà d'après, si on arrive à une paix, en tout cas à une fixette tendance Corée du Nord, Corée du Sud, avec la Russie, l'Ukraine. D'abord, où en est-on de ce point de vue-là, selon vous ? Point de vue Russie-Ukraine ou Serbie-Kosovo ? De point de vue Russie-Ukraine d'abord, Serbie-Kosovo ensuite. Eh bien, évidemment, les questions sont liées. Et ça fait au moins 30 ans qu'elles sont liées, puisque tout ce que nous vivons maintenant, c'est les conséquences de l'effondrement de l'URSS, en gros, et de la tentative du bloc occidental, ou des États-Unis et de leurs alliés, de prendre possession de tout ce qui était sous contrôle soviétique, de dominer le monde, en gros. Donc, évidemment que les deux sujets sont liés. Ce qui se passe maintenant en Ukraine, s'il fallait le résumer très très vite, je dirais qu'on arrive au terme de la deuxième guerre d'Ukraine. La première, c'est celle qui s'est terminée, qui a commencé le 24 février 2022, et qui s'est terminée avec l'échec des négociations de paix en mars à Istanbul. Pourquoi ? Mars 2022, oui. 2022. Pourquoi ? Parce que la Russie avait envoyé un corps expéditionnaire relativement petit pour essentiellement contraindre l'Ukraine à entrer en discussion pour bloquer le statut des régions indépendantes du Donbass et de la Crimée. Ce qu'ils ont réussi à faire, puisque l'Ukraine est entrée en négociation, simplement quelqu'un est arrivé, en l'occurrence c'était M. Boris Johnson à l'époque, le Premier ministre britannique, et a dit aux Ukrainiens, surtout vous ne signez rien, nous allons vous pourvoir à tout ce qu'il vous faut, mais vous signez rien, il faut chasser les Russes d'Ukraine. À partir de ce moment-là, les Russes... Et Boris Johnson est-ce qu'il était justement, parce que on a entendu ça, Slobodan Despot, oui. Est-ce qu'il était, à votre avis, enfin pour savoir évidemment, sinon on spécule bien sûr, appuyé par les Américains, est-ce qu'il était sous couvert américain, ou ça a été vraiment à l'époque, la décision de Boris Johnson de dire moi je vais faire un... Vous savez où il est en ce moment, Boris Johnson ? Non. Il est aux États-Unis. Il fait une tournée pour convaincre le camp républicain, qui est un peu sceptique vis-à-vis de cette guerre, de la poursuivre. Je n'ai pas l'impression qu'il pourrait le faire sans que l'autre partie, disons, du pouvoir américain, les démocrates, ne l'ait mandaté pour ça. Donc sa mission, son langage, sa vision depuis une année et quelques mois est toujours la même. C'est celle-là. Donc la guerre continue. Oui. Zelensky et les Ukrainiens. Deuxième guerre. Deuxième guerre, dans laquelle on est en plein pour le moment. On est en plein. On attendait depuis longtemps une contre-offensive ukrainienne qui s'est fait attendre. C'est un peu l'Arlésienne. Il paraît que depuis hier, il y a eu des opérations sur le front sud du Donbass et sur Zaporožie, qui ne semblent pas avoir abouti à des gains territoriaux significatifs pour l'Ukraine, mais plutôt à de grosses pertes. Donc cette guerre est arrivée à un moment extrêmement délicat pour l'Occident, parce que rien de ce qu'on a promis ne marche. Alors justement, au-delà des manœuvres, etc., et des forces en présence, tout ça, est-ce que, au fond, la question qu'on peut poser, évidemment, et encore une fois, on sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé, c'est pas le problème, mais est-ce qu'elle n'est pas pliée, cette guerre ? Est-ce que quelque part, on a l'impression, mais encore une fois, ce sont vraiment, je le dis, personnel, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi, on a l'impression qu'on joue les prolongations de part et d'autre, mais que c'est déjà plié. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Si on regarde de près, oui. Mais comme vous l'avez dit, André, vous-même, il y a un narratif. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qui est convenu d'appeler un narratif. C'est-à-dire une légende. Tous les événements, évidemment, dans les médias ne sont que des récits. On n'arrive jamais à la réalité elle-même. On construit un récit. Et puis on le module en fonction de la réalité, si la réalité le dément. En l'occurrence, sur la question ukrainienne, aucun démenti de la réalité ne modifie le récit, y compris lorsque ces démentis viennent des responsables occidentaux eux-mêmes. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, l'a dit lui-même, l'Occident entier n'arrive pas à compenser les pertes en matériel et en munitions que occasionne la Russie en Ukraine. Sans parler des hommes. Donc, sans parler. Alors, une fois qu'on n'aura plus d'Ukrainiens, c'est qui va aller se battre? Peut-être que des Polonais. Et au-delà des Polonais, on va avoir qui? Des Français, des Italiens? Vous y croyez vraiment? Personne n'y croit. Jamais. Ça ne va pas arriver. Donc, cette guerre, du point de vue de la guerre militaire sur le terrain, ça fait longtemps qu'elle est pliée. Simplement, là, on est en train de sacrifier des dizaines ou des centaines de milliers d'hommes pour rien. Ouais. Pour rien. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ça va au point où vous avez vu que je ne sais quel général américain, en disant là très récemment, je me rappelle plus de son nom, qui disait mais nous, quand il y a eu les réunions. Au moment Gorbatchev, au moment de la chute de l'URSS, nous, on s'était engagés, on n'avait pas signé de traité, mais que l'OTAN n'irait pas au-delà de telle ou telle ou telle frontière. Rappelez-vous, on en a parlé. Moi, c'est Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères, qui nous l'avait confirmé ici à Sud Radio dans cette émission. Nous avions convenu que l'OTAN n'irait pas au-delà d'un certain niveau, je ne sais pas si c'est le Dniepr, entre les frontières, mais il n'y a pas eu de traité signé. Et donc, les Américains ont dit mais on n'a rien signé, de quoi vous parlez? Alors, si ma mémoire est bonne, il n'existe pas de traité signé, mais il existe des procès-verbaux de la réunion avec Gorbatchev qui sont apparus ces dernières années et qui montrent que les Russes, enfin Gorbatchev et ses successeurs, étaient de bonne foi lorsqu'ils disaient nous avons une promesse des Américains et qui eût été vraiment un gage de paix. Parce que si l'une des superpuissances se retire du glacier européen, c'est pas pour que l'autre vienne poser ses armes et la menacer. Le but était de pacifier l'Europe. Et on n'a pas pacifié l'Europe, on a armé l'Europe. On peut même dire que certains des pays d'Europe de l'Est, donc de l'ex-pacte de Varsovie, ont été admis dans l'Union européenne de manière précipitée pour pouvoir entrer dans l'OTAN et pour servir de casemate sur le pourtour de la Russie. Admettons aussi, Slobodan Despot, que eux, ils avaient un assez mauvais souvenir du pouvoir soviétique. Tout à fait. Il faut le dire, et que donc ils avaient envie de la protection de l'OTAN. C'est un peu ça. Oui, mais vous voyez, tous ces pays ont des bonnes raisons de se protéger de la Russie. Un pays qui avait d'excellentes raisons de se protéger de la Russie, c'était la Finlande. La Finlande, qui avait un très bon traité de paix avec la Russie qui lui garantissait ses frontières, eh bien, elle vient de l'annuler unilatéralement en adhérant à l'OTAN. Donc, c'est la Finlande qui se remet dans une situation problématique avec la Russie sans que la Russie ait bougé le moindre soldat du côté de la Finlande. Ouais. Et alors justement, la guerre, on voit ce qui se passe sur le terrain et c'est terrible, et vous l'avez rappelé. Maintenant, qu'est-ce que ça dit justement, on va revenir effectivement, mais j'aurais peut-être étendre d'abord géographiquement. Qu'est-ce que ça dit du bouleversement qu'on voit qui a commencé bien avant la guerre, l'invasion de l'Ukraine, etc. Mais cette dédollarisation, cette partition, ce monde multipolaire que tout le monde nous annonce et qui apparemment, quand on voit ce qui s'est passé à Singapour avec les gens du renseignement, quand on voit ce qui s'est passé un peu partout dans les réunions du BRICS, Arabie Saoudite, Chine, etc., Iran, qu'est-ce que ça décrit, ça, Slobodan Despot? Ça décrit l'émergence d'un courant de fond qui était très puissant et que nous, en Occident, nous avons fait notre maximum pour réprimer. L'Occident n'a jamais voulu partager le pouvoir, même au moment où tout le monde était conscient que ce n'était plus l'époque coloniale, que ce n'était plus non plus l'époque de la suprématie technologique et économique. Et il aurait fallu entrer dans cette transition délibérément et volontairement. Maintenant, c'est à notre corps défendant que nous y allons, parce que personne ne demande plus l'avis des Occidentaux. À mon avis, dans cette transition, il y a eu des moments qui sont extrêmement éloquents. Alors, on va en parler. Pardon, je vous interromps. On a une petite pause à faire. Oui. Et juste après, on va en parler. Parce que justement, cette histoire est celle qu'on vit, la plus extraordinaire. Oui. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Slobodan Despot au 0826 300 300. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio.
parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul avec Slobodan Despot, écrivain, créateur de la revue antipresse.net, que je vous conseille de lire. Voilà, il y a des textes longs et c'est pas mal hein, de prendre son temps. C'est très important de prendre son temps. Alors justement, on avait commencé à parler, Slobodan Despot, quels sont les signes qui montre cette espèce d'extraordinaire bouleversement, enfin depuis 45, pour moi ça me paraît ça fait 80 ans, c'est peut-être le plus grand bouleversement depuis 80 ans, mais quels sont les signes qui ont montré que ça bougeait à tous les étages? Mais écoutez, ils sont innombrables, mais comme nous sommes sous l'emprise justement d'un narratif qui est unique, qui est monopolistique, on ne les voit pas. Je vais vous donner 2 exemples de disons, décentralisation du monde. Ouais. Et je vais vous donner un exemple de réaction du monde occidental face à ça. Les 2 exemples, le premier, ça s'est passé il y a 5 jours, réunion des pays de l'OPEP, des producteurs de pétrole. 3 agences de presse sont exclues de cette réunion. On les prie de ne pas venir. Alors d'habitude, quand ça se passe en Occident, c'est des gens, vous savez, comme Sud Radio, ou ceux qui posent les mauvaises questions, on leur dit, vous n'allez pas venir à la conférence de presse du ministre. Là, les 3 agences exclues de la conférence de l'OPEP, c'est Reuters, c'est Bloomberg, Reuters. La plus grande agence du monde. La plus grande agence du monde. Bloomberg, la plus grande agence dans le domaine économique et financier, et le Wall Street Journal. On leur dit, on n'a pas besoin de vous, vos informations, vos interprétations ne sont pas fiables, on ne veut pas de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est inimaginable il y a encore 6 mois. C'est inimaginable. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a relevé ce fait qui est énorme. Un autre fait, par exemple, que vous savez, enfin, qui est de notoriété publique, mais dont on n'a pas encore mesuré les conséquences, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont dans des relations exécrables pendant des décennies, et tout d'un coup... Sunnite chiite, voilà, sunnite et chiite. Ouais. Et tout d'un coup, sans crier gare, avec l'entremise des Chinois, les Saoudiens et les Iraniens recommencent à se parler. Enfin, le chef de la CIA a dit, nous, on n'était pas au courant. Vous imaginez à quel point l'Occident est décalé. Le chef de la CIA le chef de la CIA, il a dit, mais ils auraient pu nous prévenir. C'est quand même incroyable. C'était impensable il y a encore... oui, voilà. Et l'Arabie Saoudite, qui est, semble-t-il, candidate, sauf erreur, aux BRICS, c'est le pays du pétrodollar. C'est de là que ça a commencé. Bien sûr. Alors, si vous n'avez plus la base du pétrodollar, si vous n'avez pas le premier pays qui a créé cette nouvelle économie mondiale, vous avez quoi qui vous reste? Et donc, ce qui est normal, l'Empire américain, l'Empire atlantique réagit. Il y a quelques semaines, personne n'a remarqué, la Thaïlande a changé de gouvernement. Un gouvernement de jeunes. Maintenant, il n'y a plus que des young leaders, vous savez, dans le monde occidental. Oui, un gouvernement de jeunes est élu, et le chef du premier parti de cette coalition annonce, avant même d'avoir formé son gouvernement, avant même qu'on connaisse son gouvernement, que la première chose qu'il va faire, ça va être de soutenir la guérilla dans un pays voisin, en Birmanie. La guérilla, donc, qui combat... Premier geste de ce gouvernement. La première décision. D'accord. C'est-à-dire que la Thaïlande a ses problèmes, c'est un pays industriel, c'est un pays touristique, qui a beaucoup de problèmes lui-même, avec aussi un problème de guérilla. La première chose, c'est de s'occuper des affaires d'un pays voisin. Et il le dit. Et il dit pourquoi il va le faire. Oui. Il dit, nous allons appliquer la charte, le Burma Act. Burma Act, c'est-à-dire le décret Birmanie, c'est pas un document thaïlandais, c'est un document de la diplomatie américaine. Donc ces gens sont des vrais proxies, comme on dit. Ce sont des gens qui ont été posés là. Des pro-américains, voilà. Des young leaders à l'américaine. Ouais. Afin de déstabiliser un pays qui est allié de la Chine, qui est la Birmanie. Et c'est la première chose qu'ils font. Donc c'est clair comme du cristal. Vous avez un pays qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de son tourisme, qui a pour premier partenaire économique la Chine, qui entre en guerre avec la Chine, sans avoir jamais consulté sa population. C'est la première chose qu'ils disent. Et alors, si on revient un peu parmi nous, quid de l'Europe dans tout ça? On l'a beaucoup dit, où est l'Europe? Alors Kissinger dit où est le numéro de téléphone, on voit très très bien les dimensions, l'Allemagne, tout ça, on en a beaucoup parlé. Mais dans ce contexte que vous venez de décrire, vous avez donné quand même des signes très forts, pas des signaux faibles, de ce qui est en train de se passer.
il y a encore une cohérence européenne, à part Ursula von der Leyen et ce qui se passe avec les Pfizer et Bourla. Non, mais je veux dire, où en est véritablement il y a quelque chose qui s'appelle encore l'Europe ou pas? D'abord, il faudrait peut-être démêler, justement, puis vous mentionnez des personnes comme Madame von der Leyen, il faudrait peut-être démêler quelle est la position exacte, le rôle exact, la fonction exacte et la légitimité de Madame von der Leyen dans ce concert où elle prend des décisions qu'elle n'a pas le droit de prendre, qui relèvent de la compétence des États, notamment sur les questions militaires. C'est elle qui parle pour tout le monde. Lorsque Macron va visiter la Chine, les Chinois, elle s'invite. Au G7, elle était là. Quelle est sa légitimité à cette dame? Quelle est la légitimité de M. Charles Michel, pour parler au nom des Européens? Ou encore mieux, de cet extraordinaire M. Borrell, qu'on présente comme le Josep Borrell. Josep Borrell. Qui est quoi exactement, d'ailleurs? Qui est catalan. Mais enfin bon, ça c'est accessoire. Il serait, paraît-il, ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Mais on ne sait pas, personne ne l'a nommé ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Alors le plus drôle, c'est que c'est ce même homme qui a dit que l'Europe, n'est-ce pas, était un jardin entouré de barbares. Hein, ça, on passera sur le racisme. Mais quand on a demandé à ce personnage hautement compétent, s'il savait ce qui se passait à Belgorod. À Belgorod, c'est cette région limitrophe de l'Ukraine, en Russie, où il y a une incursion maintenant de militaires ukrainiennes. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe à Belgrade. Donc, M. Borrell, le chef de la diplomatie européenne, ne savait pas que Belgrade et Belgorod, c'était deux villes différentes, et ne savait pas non plus ce qui se passait à Belgrade, alors que Belgrade est au cœur maintenant du nouveau foyer de conflit en Europe. Et c'est le chef de la diplomatie européenne. Donc ces gens sont d'une incompétence absolue et totale. Ce qu'ils font là... En fait, il n'y a pas de politique étrangère européenne. Si c'est M. Borrell, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. C'est extraordinaire. Alors justement, et on voit très très bien que l'Europe, voilà, c'est divisé. Et on va en reparler tout de suite après cette petite pause. On va parler de ce qui se passe à Belgrade, justement. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller Slobodan Despot. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Berkov dans tous ses états. Alors justement, monsieur Borrell a confondu Belgorod et Belgrade, mais parlons de Belgrade. Qu'est-ce qui se passe là? On voit depuis quelques jours, avec le Kosovo, les soldats de l'OTAN, etc. Qu'est-ce qui se passe exactement, Slobodan Despot? Alors, est-ce que c'est une seconde guerre qui arrive? C'est quoi? Mettez-moi une limite. De combien d'années faut-il que je revienne en arrière pour expliquer ce qui se passe? Parce que c'est très très long. Hein. Oui, non, enfin, en fait, on peut déjà partir de 99 et du bombardement de l'OTAN. Alors voilà, ça c'est une date clé, à mon avis. C'est une date clé pour notre histoire et pour l'histoire diplomatique du monde. Pourquoi? Parce qu'en 99, comme vous le savez, l'OTAN, suite à l'échec des pourparlers de Rambouillet, ici en France, a bombardé la Serbie pendant 78 jours pour en détacher le Kosovo. Sous un prétexte humanitaire. Sans avoir l'aval de l'ONU. Hein. Sans l'aval de l'ONU. Donc sous un prétexte humanitaire. Donc c'est une opération strictement de l'OTAN. L'OTAN a fini, le 12 juin, par signer un armistice avec la Serbie, envoyer des soldats de la paix, enfin des troupes de l'OTAN pour soi-disant maintenir la paix au Kosovo, notamment des Français dans le Nord Kosovo. Peut-être qu'on va y revenir. Et puis, par la suite, l'ONU a ratifié cette situation par une résolution, la résolution 1244, qui reconnaissait la souveraineté de la Serbie, toujours sur le Kosovo. Ah, qui reconnaissait, oui, c'est ça, complètement. Et qu'ont fait les pays de l'OTAN et leurs alliés? Ils ont ignoré cette résolution et ils ont reconnu le Kosovo. Parmi les premiers pays à l'avoir reconnu, d'ailleurs, curieusement, il y avait la Suisse, mon pays, neutre, qui reconnaît le Kosovo. Et aujourd'hui, vous avez environ une moitié des 180 États du monde qui reconnaissent le Kosovo et une moitié qui ne le reconnaissent pas, y compris au sein de l'Union européenne, comme l'Espagne par exemple, pour des raisons évidentes. Ah oui, moitié reconnaissent, voilà. Moitié reconnaissent pas. La moitié, grosso modo. D'accord. Et donc, à partir du moment où s'est produit ce kidnapping, ce détachement du Kosovo par la force armée de la Serbie, eh bien, le droit international n'existe plus. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'existe plus, c'est que les Américains n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de droit international lorsqu'ils veulent régler un conflit international. Ils parlent du rule-based order, un ordre basé sur des règles et non sur du droit. Et les règles, ce sont les leurs. Donc, lorsque nous avons besoin du Kosovo, nous le reconnaissons
et ça devient un sujet de droit international pour nous. Mais lorsque les Russes ont besoin de la Crimée, nous ne reconnaissons pas et c'est une agression contre l'Ukraine. D'accord. Voilà, c'est simple. Et alors, aujourd'hui, voilà. qu'est-ce qui a fait relancer les hostilités aujourd'hui? Eh bien, comme vous le savez, le Kosovo donc a été le théâtre après 99 d'une persécution continue de la minorité serbe qui y restait. En 2004, il y a eu un grand pogrom avec une trentaine de morts, 1000 blessés, des milliers de maisons incendiées, des centaines de maisons incendiées et aussi des monastères, et une grande partie des Serbes du Kosovo ont quitté le Kosovo. Comme vous le savez, s'ils sont restés au nord Kosovo, donc Mitrovica, c'est notamment grâce au mérite des paras français, commandés à l'époque par le colonel Jacques Hogar. Qui les ont défendus. Qui les ont défendus, mais qui les ont défendus, et ça on peut trouver dans le livre du colonel Hogar, ils les ont défendus pas seulement contre les terroristes de l'Učeka albanaise, ils les ont aussi défendus contre une incursion, une tentative d'incursion et d'occupation du nord Kosovo par l'armée britannique, les forces britanniques présentes au Kosovo. Donc, sous l'égide de l'OTAN, ça. C'était sous l'égide de l'OTAN. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait encore des Serbes au Kosovo, ça embêtait l'OTAN. Et ça embête toujours l'OTAN. Et l'OTAN a donc favorisé leur expulsion ou, disons, leur privation de droits tacites. Ce qu'ils voulaient, les Serbes, depuis ces dernières années, ce qu'il en reste, ils voulaient qu'on reconnaisse leur communauté de communes. Donc, une espèce de petite autonomie locale. Enclave, oui. Voilà. Ça n'a pas été obtenu. L'automne dernier, le Kosovo a engagé un bras de fer avec les Serbes du Kosovo et avec la Serbie en imposant des plaques minéralogiques avec les emblèmes du Kosovo. Donc, en imposant aux Serbes, si vous voulez rouler avec leur voiture, de reconnaître la souveraineté du Kosovo. Bon, la Serbie n'a pas réagi, ça a passé. Ensuite, ils ont organisé des élections que même les Américains ont trouvées un petit peu abusives pour remplacer les mairies autonomes des régions serbes du Kosovo par des maires albanais. Et là, c'est ce qui a donné lieu aux émeutes actuelles où il y a eu beaucoup de morts, enfin pas de morts, pardon, de blessés, notamment dans les forces de l'OTAN. Et on en est là, avec évidemment une pression constante sur Belgrade pour obtenir quoi? Pour obtenir de la part de Belgrade la reconnaissance du Kosovo indépendant. C'est ça le but. Et manifestement, les autorités actuelles font preuve de trop de mollesse ou de mauvaise volonté dans ce sens. Et est-ce que c'est quelque part lié à ce qui se passe entre Russie et Ukraine ou pas du tout, à votre avis? Alors, il y a un lien que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le Kosovo a été le précédent qui a permis à la Russie d'intégrer la Crimée. Ah oui, parce qu'on l'a fait au Kosovo, ils l'ont fait en Crimée. L'Occident n'a rien à dire au sujet de la Crimée et du Donbass. Dans la mesure où ce qu'il a fait, ça a été de bombarder un pays jusqu'à ce qu'il lâche la région qui intéressait l'OTAN. Sous des prétextes. Vous voulez dire c'est la jurisprudence OTAN? C'est une jurisprudence OTAN. Donc il y a évidemment, comme vous le savez, la plus grande base militaire américaine hors du territoire des États-Unis se trouve au Kosovo depuis. Non, en Turquie, non? Il paraît que c'était bon style au Kosovo. Il paraît. Il y a une très grosse base. Il paraît. Moi, personne ne peut y accéder. Enfin bon. Donc, c'est un intérêt stratégique des Américains qu'ils ont arraché comme ils l'ont voulu. Donc, ça constitue un précédent. Donc, c'est lié. Maintenant, quel est l'autre aspect par lequel c'est lié? C'est que, évidemment, le Kosovo constitue un deuxième front en Europe si le front ukrainien ne fonctionne pas. C'est une manière de divertir l'attention. Oui, enfin, il y a déjà, attendez, Azerbaïdjan, au Karabakh et Arménie. Hein. Bien sûr. Mais c'est un peu loin, parce que le Kosovo, c'est là où vous allez en vacances. Hein. C'est la région de Dubrovnik, c'est pas loin. C'est vrai. Donc, le Karabakh, tout le monde s'en fiche en Europe. Hein. Vous savez comment on réfléchit. Oui. Comme le Yémen, tout le monde s'en fichait. Tout le monde s'en fichait du Yémen, enfin de tout ça. Et on voit que d'ailleurs, sur tout le pourtour, n'est-ce pas, de la Russie et de la Chine, on a toutes sortes de conflits latents qui se réveillent. Maintenant, c'est les talibans et l'Iran. C'est le Soudan. C'est partout. C'est une déstabilisation générale. On crée des espèces de zones de conflit, de fixation. Ben oui, parce qu'il faut absolument détourner l'attention de ce qui se passe en Ukraine. Et aujourd'hui, ça va être multiplié, comme c'est multipolaire, ça va être multiplié en plus. Ah, je pense qu'on va pas vers des époques sereines. C'est vrai. Lucien, je crois qu'on reçoit nos auditeurs avec Slobodan Despot. Tout à fait, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Slobodan Despot. Et on reçoit Serge de Lyon. Bonjour Serge. Bonjour Serge.
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à Monsieur Despote. J'ai une question pour lui et une question pour vous. Oui. Je prends l'exemple des Émirats Arabes Unis qui viennent de quitter une alliance militaire américaine pour la sécurité dans le Golfe qui devait protéger les pays arabes de l'Iran. Ils sortent et ils proposent d'en créer une nouvelle sans les Américains mais plutôt avec les Iraniens. Donc une alliance régionale de sécurité sur la région du Golfe. De mon opinion, ils ne sont ni courageux ni visionnaires, mais plutôt pragmatistes et soucieux de leurs intérêts économiques. Donc ce qui m'explique que peut-être qu'on a déjà basculé dans un monde où tous les pays ont plutôt un intérêt de travailler avec la Chine et la Russie pour la sécurité et l'économie. Avec l'OTAN. Intéressant, Serge. Intéressant. Si M. Despote peut répondre à cette question. Et puis une autre pour vous, c'est j'avais vu auparavant votre entretien avec le président du Congo et je me demandais si, avec cette question, la même question, on pourrait la poser si Sud Radio on pose ces questions à des politiciens de l'Afrique, de l'Asie, si on est vraiment dans ce basculement. Absolument, oui, c'est une très bonne question. Écoutez, ce que je vous promets, c'est que je vais probablement le revoir, lui et d'autres présidents africains. Je poserai évidemment la question. Ça me paraît fondamental, ça les concerne aussi bien que tous les autres. Slobodan Despot, sur ce que dit à propos des Émirats Arabes Unis et du basculement aussi. Alors, vous avez raison. Les pays, lorsqu'ils entrent dans des alliances ou dans des pourparlers, ils regardent à leurs intérêts. C'est pas une question de principe chez les Émiratis, c'est qu'ils ont besoin d'être protégés. C'est petits pays riches. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ces dernières années? Curieusement, ça a beaucoup à voir avec les questions militaires. Et l'Arabie Saoudite était enlisée, mais très profondément enlisée, dans une guerre avec le Yémen, à laquelle beaucoup de puissances occidentales d'ailleurs ont contribué par des ventes d'armes, mais elle n'a pas réussi à résoudre cette guerre. En revanche, elle a reçu des volets de drones qui ont mis en péril ses champs pétroliers. Je pense que la mise en péril militaire des intérêts des champs pétroliers arabes, pour aller aux Émirats. Voilà. Eh bien, ça a fait réfléchir MBS, le prince d'Arabie Saoudite, et puis il se dit plutôt que de continuer comme ça, faisons la paix avec ceux qui produisent ces drones. Donc c'est une menace militaire qui est entrée aussi en jeu. Et avec les Émiratis ont vu, ils ont dit les Américains, ils protègent comment? Ils protègent pas. On va prendre les gars sérieux qui sont capables de nous protéger. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Mais ça va déjà très loin. En tout cas, c'est très intéressant. Lucien? On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans le face-à-face avec Slobodan Despot. On ira à Marseille avec Valentine et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Slobodan Despot, écrivain, créateur de antipresse.net. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Valentine de Marseille. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Despot. En fait, j'aurais deux questions à poser à Monsieur Despot. Allez-y. D'abord, je précise que je parle couramment anglais et russe, en plus du français. Donc j'ai accès à des canaux et des informations et à un narratif différent de celui qui est diffusé dans les médias officiels occidentaux, otaniens. Donc ma première question, d'après des informations que j'ai un petit peu recoupées, il semblerait que la guerre actuellement, qui se déroule sur le territoire ukrainien, pourrait durer plusieurs années. Donc je voudrais avoir l'avis de Monsieur Despot là-dessus. Et ma deuxième question concerne la russophobie galopante au sein des pays signataires de l'OTAN. Je vous donne par exemple à titre d'exemple, l'épouse, j'ai reçu une information de Bild, donc du journal allemand, l'épouse de l'ancien chancelier allemand Schröder a été licenciée de la société allemande NRW Global Business
business pour avoir assisté à une réception à l'ambassade de Russie en Allemagne à l'occasion du 78e anniversaire du jour de la victoire, rapporte Bild. Voilà, c'est un exemple. Évidemment, c'est le genre d'information qui n'est pas diffusée dans les... Bon, et sur cette russophobie, je peux aussi donner l'exemple par rapport à la Serbie et au Kosovo dont vous avez parlé. À la télévision, on vous dit que les Serbes ont attaqué les soldats de la KFOR. Et en fait, moi j'ai vu une vidéo, en fait, un village qui a été arraché aux Serbes par des Kosovars et le drapeau serbe était remplacé par le drapeau kosovar. Voilà, donc. D'accord, Valentine. On va essayer de répondre, en tout cas, Slobodan, à vos deux questions. Merci. Ok, merci. Alors, sur la durée de la guerre, ça peut se prolonger aussi longtemps. Ça peut être la Corée. Corée du Nord, Corée du Sud n'ont jamais signé un accord de paix. Ça peut être gelé. 1953. ça peut être gelé. Et on entend des bruits venant de Washington en faveur d'un gel du conflit, quitte à ce qu'ils reprennent, mais de grâce, surtout après les élections présidentielles de 2024. Donc eux auraient plutôt intérêt à ce que, vu la pente que ça suit, que ça s'arrête et qu'on fasse une espèce de ligne de front, enfin qu'on gèle tout ça. Maintenant, il n'y a pas une seule déclaration d'un responsable russe qui va dans le sens d'un arrêt des hostilités. Eux, ils disent, quand nous avons proposé des négociations de paix, la partie occidentale, puisque les Ukrainiens étant ici uniquement des proxies, enfin une armée de procuration, ont quitté la table de négociation. Lorsque on a obtenu des accords à Minsk pour un règlement pacifique de la question du Donbass, on sait par les déclarations de M. Hollande, de Mme Merkel et de M. Poroshenko, qui était président de l'Ukraine à l'époque, que c'était que de la poudre aux yeux de la Russie et une manière de gagner du temps pour que l'Ukraine puisse militairement reprendre ses régions. Donc les Russes n'ont absolument aucun intérêt à arrêter ces opérations avant qu'ils parviennent à leur fin. Nous ne savons pas quelles sont leurs fins. Quelles sont leurs fins, on n'en sait rien. Et puis il faut dire quand même que les Ukrainiens ont montré qu'ils résistaient quand même. Ils résistent fort. Simplement, il y a un problème d'effectifs humains. Bien sûr. Il y a un problème dans tous les domaines, et il n'y a même pas la force industrielle, puisqu'on parle surtout d'armement, mais il n'y a même pas le renouvellement industriel du côté occidental pour faire pièce. Et la russophobie dont parle Valentine. Alors moi, plutôt que d'en parler moi-même, je recommande un livre qui est paru récemment et qui est un livre de référence là-dessus. C'est le livre de Guy Métan, qui s'intitule 1000 ans. Oui. Une guerre de 1000 ans, sauf erreur. Donc c'est un livre sur la russophobie qui règne en Occident, mais grosso modo, depuis le schisme. C'est une vieille affaire. C'est une vieille affaire. Alors évidemment, il y a quelquefois de bonnes raisons de se méfier des Russes, mais ça va bien au-delà. Et puisque Valentine nous a mentionné la question du Kosovo, j'étends un petit peu le sujet. Vous savez, en 92, l'Occident, qui contrôlait les Nations Unies, a imposé un blocus total à la Serbie à cause de ce qui se passait en Yougoslavie, donc à cause de l'éclatement de la Yougoslavie, qui était d'ailleurs provoqué, mais ouvertement, on le sait, par des puissances occidentales, notamment l'Allemagne et les États-Unis. Mais enfin, on a mis le chapeau sur la Serbie. À cette époque, même la fédération des joueurs d'échecs aveugles de Serbie était interdite de participation à toute compétition internationale. La fédération des joueurs d'échecs aveugles. Ouais. Donc, il n'y a pas une considération humanitaire. Il n'y a pas la moindre proportionnalité. Donc, quand on me dit que l'épouse de M. Schröder a été licenciée parce qu'elle a été à une réception russe, c'est la moindre des choses dans ce climat-là. Lucien. Merci Valentine. Nous allons à Caen avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Despat. Moi en 76, j'ai fait partie d'un échange culturel en Yougoslavie, à l'époque Sarajevo, donc une ville très cosmopolite. Et j'ai vu après, au fur et à mesure du temps, les problèmes arriver. Il y a plein de contre-feux. On peut parler aussi de l'Azerbaïdjan avec l'Arménie. Moi, je vais revenir quand même sur l'ordre des choses. D'après vous, Monsieur Despot, je ferai parler avec le colonel de Beau, Jacques Beau, que vous recevez, André, souvent. Moi, j'aimerais savoir si actuellement, un pays comme la Suisse, avec l'Organisation mondiale de la Croix-Rouge, chère à M. Dunant, son fondateur, j'aimerais savoir si la Suisse, actuellement, n'est pas le seul pays légitime et qui pourrait le devenir tout simplement appliquer un accord de paix
Parce que nous, on est complètement grillés. Hein, nous, vous connaissez, nous, on est grillés. Alors, est-ce que vous, d'après vous, la Suisse... Est-ce que la Suisse peut jouer ce rôle, Philippe? Alors moi, je voudrais ajouter juste un codicile à Slobodan Despot, Suisse comme chacun sait. Est-ce que la Suisse est toujours neutre? C'est ça la vraie question. Et en fait, c'est la réponse. Si la Suisse était toujours neutre, je dirais qu'effectivement, elle devrait exercer son mandat traditionnel comment dirais-je, de faiseuse de paix. Malheureusement, la Suisse est en train de participer, à l'heure qu'il est, à des manœuvres militaires de l'OTAN. Maintenant. Elle participe activement. Activement. Ouais. Et on sait que depuis la signature du partenariat pour la paix, la Suisse était sur un strapontin de l'OTAN et qu'elle est en fait, moi j'ai été soldat suisse à l'époque où j'étais à l'armée, et c'était il y a plus de 30 ans. Hein. Et il n'y avait pas de menace qu'on envisageait venant de l'Occident. La seule menace qu'on envisageait, c'était les Rouges. Ah oui, donc la Suisse est neutre diplomatiquement, l'a été, je pense qu'elle ne l'est plus. Et la Russie s'en méfie. Enfin, la Russie n'a pas donné suite à des tentatives dans ce sens. Je pense que le pays qui serait le mieux à même aujourd'hui, malheureusement, de servir d'intermédiaire, c'est probablement la Turquie. La Turquie continue de vendre des armes à l'Ukraine. Paradoxal. C'est paradoxal. Okay, mais la Suisse est complètement hors jeu. Malheureusement, je suis le premier à le regretter. Je comprends. Et le colonel Beau aussi, je pense. Oui. En tout cas, il va dans votre sens là-dessus. Oui. Lucien. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. L'auditeur arrive. Emmanuel de Pessac. Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour monsieur. Oui, bonjour Emmanuel. Allez-y, soyez simplement bref, pardon de vous dire ça. On est d'accord. Mais voilà, c'est normal, c'est la fin. Il faut savoir que voilà, la réflexion, c'est que les États-Unis ont été en guerre quasiment depuis leur existence. Hein. Ils se sont construits sur un génocide et ils ont été 20 ans à peu près sans guerre, si on prend toute l'histoire, depuis leur création. Hein. Donc c'est quand même un pays qui vit sur cette façon de faire. Pas seulement, mais disons. Bon, c'est pas beaucoup, en tout cas, sur l'existence des États-Unis. La Suisse a perdu déjà son autonomie et sa neutralité à partir du moment où les Américains ont cassé le secret bancaire. Ça, c'était aussi quelque chose qui s'est passé bien avant les conflits actuels. Et en fait, moi je pense, et ça je voudrais demander à monsieur Despot, que je suis régulièrement tous les vendredis, justement, si la guerre en Ukraine n'est pas aussi... Alors évidemment, c'est une guerre autant... Russie pour l'instant, mais aussi la crédibilité de l'OTAN sur le fait de protéger ses protectorats, si je puis me permettre. Voilà, c'était la question, parce qu'en fait c'est là que ça se joue, parce que si on se rend compte qu'effectivement les États-Unis n'ont plus la capacité de pouvoir faire ce qu'ils font et proposer et protéger et proposer une protection, là ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Hein. Vous savez, un animal blessé, c'est toujours là où il est le plus dangereux. Oui. C'est juste ce que les Alliés attendent des États-Unis, c'est la protection et pas une pureté morale. Nous sommes, nous occidentaux, dans la situation des filles de l'ogre. Vous savez le conte du Petit Poucet. Il y a un ogre qui mange de la chair humaine, mais qui a 6 petites filles qui sont adorables et qu'il nourrit. Et les petites filles sont tellement adorables qu'elles ne se sont jamais posé la question de savoir d'où vient le plat qu'on leur sert. Et nous sommes les filles de l'ogre. Nous avons un papa qui est un mangeur d'hommes, qui a ravagé la planète pendant tout le XXe siècle, mais qui nous a assuré une certaine protection et un certain... Et puis des musiques et des films. Voilà, et ça, moi je suis un grand amateur, dont je suis moi-même le premier grand amateur de la culture américaine. Mais ça a un prix. Et maintenant, nous sommes en train de payer le prix. Et je pense que tout irait bien si le conflit actuel, les conflits actuels n'avaient pas fait la démonstration d'une faille capitale dans le système américain qui est qu'il est militairement inefficace. Et ça, c'est le plus grave. C'est très intéressant, on pourra en parler des heures, on voulait parler de la Chine, on n'aura pas eu le temps. Entre parenthèses, juste une chose. En 99, on le savait. En 78 jours de bombardement, l'OTAN n'a pas posé le pied d'un seul soldat sur le sol serbe. Pas un seul soldat. Oui, en tout cas, c'est une vraie question. On va en reparler avec vous aussi, Slobodan Despot, parce que malheureusement, la guerre n'est pas finie, loin de là. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous soutenir. Et merci à Slobodan Despot, écrivain, créateur de antipresse.net. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.